Bienvenue dans le débat. Il est consacré au G7 réuni en Italie, dans les Pouilles, États-Unis, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon, réunis dans la luxueuse station balnéaire de Borgo Egnazza, dans les Pouilles. Zelensky est au centre de cette réunion. C'est la première grande réunion internationale pour Emmanuel Macron depuis la dissolution. Joe Biden a poussé pour un prêt à l'Ukraine de 50 milliards de dollars, remboursé par des intérêts sur les avoirs russes gelés par l'Union européenne. C'est inédit. Ce prêt à Kiev a été accepté, a priori, par les 7 pays. On va y revenir. Quel est l'impact aussi des échéances électorales, le scrutin aux États-Unis, les législatives en France sur cette réunion du G7? La montée de l'extrême droite peut-elle changer la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine? Que compte faire Zelensky avec les pays émergents présents justement à ce sommet, à 2 jours d'un sommet pour la paix organisé en Suisse, justement? L'Ukraine peut-elle finalement compter sur le G7? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Vous êtes aussi ancien commandant suprême allié à la transformation de l'OTAN. Bienvenue. Pascal Boniface est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'IRIS, Pascal Joannin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Nous avons également avec nous Gulliver Krag, notre correspondant en Ukraine. Bonsoir Gulliver. Bonsoir. Et nous aurons à un moment donné notre envoyé spécial dans les Pouilles, justement, qui couvre le G7, Bruno Darou, qui viendra donc d'une minute à l'autre. On va démarrer par ces images, parce que d'abord, ça s'explique en images, ce sommet. Vous allez voir ces 7 pays incarnés par leurs leaders. Vous avez Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, chef de file du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, qui est conforté d'ailleurs par son score au Parlement européen. Vous voyez Olaf Scholz, vous voyez également Justin Trudeau, donc pour le Canada, Emmanuel Macron, bien sûr. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, est présent, lui aussi à une échéance d'élections législatives. Joe Biden, bien sûr, le voilà, Rishi Sunak, le Premier ministre japonais. Et puis, vous avez Ursula von der Leyen. Pascal Boniface, alors Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut dire déjà qu'il est fragilisé par la défaite aux européennes et que cette incertitude autour de cette campagne éclair le fragilise pour ce sommet? Oui, il est doublement fragilisé, d'une part par les européennes, parce que son parti, la formation qui le soutient, a eu un score extrêmement faible, et donc c'est un désaveu. Et puis la décision de dissolution amène une incertitude supplémentaire. Quelle sera la majorité, et avec des doutes assez importants sur le fait qu'il n'y aurait pas de majorité pour le président. Il y avait jusqu'ici une majorité relative. Donc en fait, il arrive fragilisé. Ceci étant, il est entouré d'autres leaders fragilisés. Si on ne peut pas dire que Olaf Scholz soit en très bonne forme, vu les résultats de sa coalition, Rishi Sunak, qui est une sorte de canard à la tête coupée, il sera bientôt plus Premier ministre, tous les sondages l'annoncent perdant. Biden est lui-même sur un siège un petit peu, non pas éjectable, mais en tous les cas un peu incertain. Donc oui, effectivement, grosso modo, on peut dire que le président français est très affaibli par les élections et par sa décision de dissolution, mais que le G7 en tant que tel, le G7 en tant qu'institution est affaibli par des leaders qui sont moins représentatifs, qui sont moins en forme, qui incarnent moins leur pays qu'auparavant. Pascal Joannin, vous êtes d'accord? Ah oui. Il y a un contexte particulier quand même dans chacun de ces pays. Alors, le contexte électoral, il y a des élections, sauf à ce qu'elles aient lieu dans tous les pays le même jour à la même heure. Il y a des élections chaque année et il y en a. Donc voilà. Donc. Mais bon, il y a déjà eu, la campagne Pascal, législative, c'est 3 il y a déjà semaines. eu des présidents qui ont eu de mauvais scores aux élections européennes. Ça ne les affaiblit pas autant que ça. Ce qui affaiblit le président beaucoup plus, c'est la décision qu'il a prise à l'issue, et là qui est unique pour le coup, de redonner la parole au peuple aux élections législatives, qui en effet sont très incertaines pour lui ou pour une quelconque majorité qu'on ne voit pas tout de suite, immédiatement, et qui peut-être amener en effet des gens qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne que lui. Si je regarde bien cette photo, il y a 2 dames, il y a 2 femmes. J'allais dire, les hommes sont peut-être dans une posture qui est incertaine parce que ce sont des chefs d'État, de gouvernement. Il faut rajouter Charles Michel qui va partir parce que lui, son mandat arrive à échéance. Mais on a Giorgia Meloni qui, en effet, vous l'avez dit, chef du gouvernement italien, a gagné les élections il y a à peine 2 ans et dont le parti est arrivé en tête aux élections européennes. Voilà, sans faire 30%, mais pas un beau score. Fratelli d'Italia, et puis, parti donc vous avez, voilà, Ursula von der Leyen, qui est
candidate à sa deuxième mandat. Et quand on regarde les élections européennes au niveau européen, pas qu'au niveau français, parce que nous avons une singularité au niveau français, nous avons une certaine stabilité, puisque le parti dont elle est issue, le PPE, est arrivé largement en tête, reste le premier parti et augmente même un peu son score. Les sociaux-démocrates restent stables et sont la deuxième force. Et les libéraux, à ce stade, où sont les renaissances français aujourd'hui, sont troisième. Mais quand ça, on a c'est le Parlement européen. Oui, mais le Parlement européen, elle va être obligée, Madame von der Leyen, si elle veut un deuxième mandat, de passer devant les fourches caudines dans un mois et d'avoir la majorité du Parlement européen derrière elle. Donc elle est en situation de demande aussi au G7, par exemple, d'avoir le soutien de Mélanie. Elle est bien partie, compte tenu de ses résultats électoraux, de ses résultats au Parlement européen, pour obtenir un deuxième mandat. Et donc, si le G7 se réunit l'année prochaine, et comme il est invité à titre de président de la Commission, si elle est redésignée, on retrouvera Madame Meloni, on retrouvera Madame von der Leyen, et on verra qui sont les autres membres du G7 qui seront été élus dans leur pays, pour ceux qui ont en effet des élections cette année. Mais en effet, je pense que Rishi Sunak, c'est fini. Alors, le président Macron, lui, il sera encore là l'année prochaine, parce que les élections législatives n'entraînent pas la démission du président de la République. Jean-Paul Palomero, général, votre analyse. Intéressant peut-être de dire un mot sur Giorgia Meloni, donc qui est à la tête de Fratelli Italia et qui est un parti d'extrême droite, mais pro-Ukraine et puis très atlantiste aussi. Oui, eh bien, ça prouve que ce qui n'est pas du tout le cas d'extrême droite et connaître malgré tout les enjeux stratégiques. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si elle est extrême, mais enfin, en tout cas, elle gouverne à droite. Non, moi, je crois que le sujet, en fait, c'est M. Zelensky, il vient chercher une certitude dans l'incertitude. La certitude que ces pays-là, qui forment la base de son soutien, vont continuer à le soutenir en dépit de ces incertitudes, et la certitude qu'il se passe des choses à court terme, parce que ce qui est pris est plus à prendre, et ensuite il pourra peut-être voir l'avenir sous un angle meilleur, quel qu'il soit. Personne ne sait où on en sera, et en particulier au moment des élections américaines, qui reste la clé quand même, si on regarde bien. Après, en France, on pourrait déclencher un petit problème institutionnel si vraiment les choses ne tournent pas très bien entre le président et son Premier ministre en termes d'engagement justement des forces. Mais ça, c'est un sujet d'engagement des forces et de dont soutien on verra, à l'Ukraine. On sent en tout cas on parlera plus tard. C'est une vraie question, mais on en parle déjà de cet enjeu ukrainien général. D'abord, on va écouter des réactions en Ukraine, des réactions justement face à ce sommet, parce qu'ils le savent, les Ukrainiens qui sont au cœur, qui sont le cœur du sujet du G7 dans les Pouilles. Je pense que la guerre se terminera de manière brutale et militaire. Le sommet nous donnera de l'espoir, nous donnera l'occasion d'aller de l'avant et d'espérer la meilleure fin possible à cette guerre. Mais la question de la fin de la guerre sera tranchée sur le champ de bataille. Le peuple ukrainien souffre encore beaucoup, en particulier dans les zones de la ligne de front. L'une des étapes les plus importantes du sommet est d'informer sur notre situation, de rappeler que nous souffrons toujours et que nous avons besoin d'aide. J'attends beaucoup du sommet pour la paix. La question du retour de nos prisonniers de guerre ukrainiens, militaires et civils, devrait être examinée. Pour moi, ce sujet est important, car mon propre frère est prisonnier de guerre chez les Russes. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et j'ai entendu dire qu'il serait abordé lors du sommet. Un sommet pour la paix qui a donc lieu ce week-end en Suisse. Gulliver, on a l'impression tout de même que les Ukrainiens attendent un engagement lors de ce G7 et on parle donc d'un prêt à l'Ukraine de 50 milliards de dollars. Oui, je pense que les Ukrainiens ont commencé un peu à prendre l'habitude que ce qu'ils demandent à leurs partenaires arrive beaucoup plus tard qu'ils l'auraient aimé, mais qu'il faut être reconnaissant quand même et il faut apprécier ce qui est fait tout en continuant tout de suite à demander plus. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky a fait aujourd'hui en Italie. Il a encouragé les leaders à confirmer cet accord pour ces 50 milliards de dollars et tout de suite il a dit mais ces 300 milliards de dollars d'actifs d'État russes qui sont actuellement congelés, cet argent devrait être utilisé, confisqué et utilisé pour la reconstruction de l'Ukraine.
Pascal Boniface, là, il y a un verrou qui saute avec justement cette affirmation. Manifestement, Joe Biden a beaucoup poussé. Alors, est-ce que c'est pour anticiper peut-être un échec à l'élection dans 6 mois, pour essayer de faire en sorte d'avoir un engagement plus pérenne à l'égard de l'Ukraine, mais d'utiliser les avoirs russes gelés, gardés donc en fait dans les institutions financières occidentales? Ça, c'est nouveau? Alors, c'est en débat depuis assez longtemps. En fait, les Américains y poussent parce qu'eux n'ont pas d'avoir russe. Donc, ils veulent que ce soit débloqué. Les Européens, eux, sont beaucoup plus prudents parce qu'ils disent « Ok, on veut punir la Russie, mais si on sanctionne la Russie en confisquant ses avoirs, qui va venir investir chez nous par la suite ? Est-ce que d'autres mettront ? Et il peut y avoir des pays qui se disent finalement, je préfère mettre mes avoirs ailleurs qu'en Europe parce qu'en cas de désaccord géopolitique, je peux me voir confisquer. Donc là, il y a une différence d'attitude entre, bien sûr, l'Ukraine pousse à ce que l'on confisque les avoirs parce qu'ils en ont besoin et qu'ils se moquent un peu. Enfin, leur problème de l'Europe n'est pas leur problème. Et il y a un vrai débat depuis déjà assez longtemps entre les Américains. Il est tranché ce débat au G7 ou pas ? Le compromis qui a été trouvé, c'est on ne confisque pas les avoirs, mais on se sert des revenus dégagés par ces avoirs pour aider l'Ukraine. Et donc là, effectivement, ces avoirs sont gelés, ils ne sont pas restitués, ils ne sont pas confisqués, et les revenus qu'ils génèrent seront mis au service de l'Ukraine pour aider à se défendre. Donc c'est un compromis. Mais là, très franchement, les Américains sont un peu hypocrites pour dire « Ah, on pourrait confisquer tout ça et le mettre » parce que eux, jamais ils n'iront confisquer les avoirs. Même les avoirs iraniens, ils n'ont jamais confisqués, ils les ont toujours gelés. Donc c'est quelque chose qui enverrait un signal négatif à tout État, quel qu'il soit, qui voudrait investir en Europe. Donc l'Europe ne veut pas céder à ça. Par contre, comme ils sont gelés, que l'argent qu'ils génèrent soit utilisé au profit de l'Ukraine, là, après avoir hésité un peu, parce que là aussi, c'est quand même un signal, mais c'est déjà un engagement très fort de la part des Européens, parce que jusqu'ici, ça ne s'était jamais produit. On gèle et on laisse en l'état, et puis quand les relations diplomatiques s'améliorent, on restitue. Mais là, le fait d'utiliser le produit des avoirs et non pas les avoirs est quand même une novation, vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, radicalement nouveau, et qui est fait au profit de l'Ukraine. Pascal Joannin, donc un verrou à sauter, là, il y a effectivement la France était plutôt opposée, il me semble, justement, au fait qu'on utilise ces avoirs russes gelés. On parle de 300 milliards de dollars, c'est ça, d'avoirs russes. De toutes les façons, en matière de droit international, c'est très compliqué d'utiliser les avoirs. Il faut être sérieux. On ne peut pas utiliser comme ça. Il y a un droit qui existe. Et si vous commencez à mettre le doigt dedans, comme on peut l'imaginer, après, en effet, vous avez une perte de crédibilité. Vous n'investissez plus chez vous. On appelle ça l'immunité d'exception. C'est-à-dire qu'en effet, on ne touche pas, on n'engage pas, on ne prend pas ce qui n'est pas à vous. Ces avoirs sont à quelqu'un, ils sont gelés, on ne les restituera pas, et ça a été redit au G7, l'Europe ne les restituera pas tant qu'en effet il n'y aura pas de paix et que la Russie n'aura pas payé ce qu'elle doit pour la reconstruction. En revanche, les intérêts, comme vous l'avez dit, ça c'est quelque chose qui est généré donc par en effet des avoirs, donc on peut parce qu'il y a une masse d'argent, il faut expliquer. Alors, en Europe, il y en a beaucoup, notamment en Belgique. C'est en Belgique qu'il y en avait le plus. Et on estime que ces intérêts en Europe, ceux qui sont en Europe, seraient d'ordre de rapporter d'un volume de 3 milliards par an. Donc, pour rembourser donc le prêt qui serait fait à l'Ukraine, lui-même de 50 milliards de dollars. Le prêt, en effet, les Américains, pour l'instant, n'ont pas dévoilé toutes leurs cartes. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien qu'en effet, il y ait un accord au G7 sur le prêt, mais les modalités restent à préciser. Et ça, je pense que je ne suis pas sûre qu'à l'issue du G7, on aura toute la conditionnalité, parce qu'en effet, il y a des Américains, des Canadiens, des Japonais, et puis éventuellement d'autres. Donc, il faut voir si, en effet, on peut élargir le méga prêt à d'autres pays qui ne sont pas au G7, mais qui pourraient, en Europe notamment, venir aussi participer à ce prêt, qui pour l'instant n'est pas financé, parce qu'il faut gager le prêt, et donc il y a une partie qui est prise sur ces intérêts, mais le reste, on n'arrive pas à 50 milliards là, à l'heure où on se parle. Général Paloméros, donc on n'y est pas encore, mais ça va... Mais la volonté est là, le signe est là. La volonté est là, donc il y a quand même ce verrou qui saute. Oui, et c'est important parce que les Ukrainiens, de plus en plus, ils doivent rembourser en fait les moyens qu'on leur donne, parce que les pays, en particulier les pays européens, arrivent un peu au bout d'un certain rouleau, en tout cas au bout de ce qu'ils peuvent faire. Regardez le président Macron vis-à-vis des Mirage 2000-5 que l'on doit donc
cédé d'une manière ou d'une autre à parler de vente. Et c'est un peu maintenant... Donc il faut que M. Zelensky et l'Ukraine aient du cash et de quoi soutenir cette effort de guerre. Et rapidement. Dmytro Kuleba, justement, le chef de la diplomatie ukrainienne, était. Il y a cet entretien donc, qui a été réalisé par Marc Perelman, notre collaborateur à France 24. On va en écouter un extrait. C'est un grand pas dans la bonne direction. Mais nous devons encore parcourir le dernier kilomètre qui devrait nous mener à la saisie de tous les avoirs russes actuellement gelés dans les juridictions occidentales. Les arguments juridiques à l'appui de cette affaire existent. Nous nous félicitons de la décision attendue du G7, mais ce n'est certainement pas la dernière. Nous devons aller plus loin jusqu'à ce que la question soit réglée et que la Russie paie avec ses avoirs gelés pour les dommages qu'elle a infligés à l'Ukraine, pour toute la destruction qu'elle a apportée à notre pays. Il est tout à fait logique de faire payer la Russie avec son propre argent. Gulliver, donc on voit bien que Dmytro Kuleba, lui, veut aller beaucoup plus loin, utiliser l'entièreté de ses avoirs gelés russes pour financer la guerre en Ukraine, pour aider les Ukrainiens. L'idée serait que ces avoirs resteraient gelés jusqu'à ce que la Russie paye ce qu'elle doit pour la reconstruction. Si c'est vraiment ça l'idée, tout le monde devrait déjà avoir compris que ces avoirs, selon cette logique-là, ne devraient jamais être restitués puisque le coût de la reconstruction s'élève déjà bien au-dessus de 300 milliards de dollars. On va écouter justement la réaction de la Russie. Elle ne s'est pas fait attendre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Il y a beaucoup de biens et d'argent européens en Russie. Nos représentants gouvernementaux en ont parlé à plusieurs reprises et les mesures de rétorsion inévitables seront extrêmement douloureuses pour Bruxelles. Ils doivent se tenir prêts à payer leur folie de leur poche. Pascal Boniface, donc mesure de rétorsion, c'est peut-être aussi les hésitations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors il n'y a plus beaucoup d'avoirs européens en Russie parce qu'ils ont déjà, la plupart des compagnies européennes sont parties et ont laissé, d'ailleurs gratis pro deo, la plupart du temps, la France a abandonné 17 milliards d'avoirs en Russie. De nombreuses sociétés européennes ont fait de même pour ne pas être taxées de complicité avec la Russie. Donc il n'y a plus beaucoup d'avoirs et Moscou n'était pas une place financière très courue. Alors bien sûr, elle est obligée de dire que si vous faites ça, on prendra les sanctions, puisque la politique de Russie est dit on ne cède à rien et on va mettre les sanctions de même façon. Non, en fait, la meilleure sanction, menace de sanction pour la Russie, c'est de porter atteinte à la crédibilité des places financières européennes au cas où ces avoirs sont confisqués. Une fois encore, sur l'utilisation des intérêts des avoirs, là, ça a été tranché, alors qu'effectivement, comme Pascal Jolin a dit, la France était très longtemps, et tous les pays européens étaient très longtemps. On peut dire que le fait de décider de mettre les intérêts au service de l'Ukraine est une victoire pour l'Ukraine et pour les États-Unis, puisque jusqu'ici, les Européens ne voulaient pas faire cela pour ne pas donner le sentiment que leur place financière n'était pas sûre. On va écouter justement Joe Biden qui a beaucoup poussé justement pour la mise en place de ce prêt à l'Ukraine. Je suis fier d'annoncer que les États-Unis ont mobilisé plus de 60 milliards d'investissements dans le monde jusqu'à présent, soit le double par rapport à l'année dernière. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour combler l'écart entre les infrastructures qui empêchent certains pays de se développer. Ensemble, nous sommes en train de montrer que la démocratie donne des résultats concrets, encore plus dans ce moment capital. Lorsque nous plaçons la priorité sur l'humain, la transparence, la qualité et la durabilité, cela encourage les investissements. Général Paloméros, un mot justement. Est-ce que Joe Biden essaye de prendre les devants justement parce qu'il y a une élection dans 6 mois et de garantir une sorte d'engagement financier à l'égard de l'Ukraine peut-être plus pérenne ? Oui, il a certainement, il y a de ça, mais moi, ce que je trouve dans l'engagement du président Biden, c'est surtout d'ouvrir un peu le débat du financement, en quelque sorte, de la paix, au-delà du cercle du G7. Et ça, pour M. Zelensky, c'est important aussi, d'avoir une diplomatie active pour montrer que le modèle russe n'est pas le bon modèle pour l'avenir d'un certain nombre de pays qui comptent et qui, pour l'instant, sont un peu sur la sellette et qui n'ont pas
franchement décidé de soutenir l'Ukraine. Vous pensez à quel pays ? Les pays du Sud global, si ça existe. Oui. Émergents, il y en a beaucoup qui ont déjà émergé, mais qui est une prise de position très claire. On peut parler de l'Inde, si vous voulez, voire d'autres pays. Narendra Modi est sur place, d'ailleurs, il est au G7. De pays africains qui se rendent compte, et grâce peut-être à ces efforts, que ce n'est pas la voie pour un monde de paix, pour un monde de prospérité, et que s'ils soutiennent Poutine, en fait, c'est eux-mêmes qui s'handicapent dans leur processus de progrès et de prospérité. Mais un mot sur l'Europe encore, Pascal Joannin. Comment a-t-il réussi à les convaincre, Joe Biden, sur justement cette utilisation des avoirs russes ? Parce qu'il y avait, comme vous l'avez dit il y a un instant, quand même beaucoup de résistance. Donc, comme toujours, quand on s'occupe d'Europe, on demande quelle est la base légale. Donc, il y a eu une vérification que juridiquement, il n'y avait pas en effet le risque ou que le risque était limité d'engager dans cette direction. Et on a fait travailler en Europe toute une série de gens, y compris à la Commission européenne, pour regarder ce qui était possible. Et quand on a levé en effet les incertitudes sur ces intérêts, encore une fois, je remets bien les choses en leur place. Les avoirs, c'est pas confisqué. Ils sont confisqués, mais ils sont pas utilisés. Ils sont gelés. Et voilà, là, les revenus ou tout du moins les intérêts, il n'y a pas de problème juridique. Donc en effet, on peut le faire. Et donc c'est un signal. Ça ouvre une porte en effet à, vous l'avez dit, général, à ce qu'on essaye de convaincre les autres. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni, elle est assez fine mouche pour quelqu'un qui vient de là où elle vient et que je ne qualifierais pas d'extrême droite, de droite radicale, mais pas d'extrême droite. Il y a plus à droite qu'elle au Parlement européen. Oui. Et donc, elle a invité en effet un certain nombre de représentants dans une autre séance du G7, dont le Premier ministre indien et d'autres responsables, pour essayer justement, avec M. Zelensky, d'avoir un dialogue, une opportunité pour lui de discuter avec des gens et d'essayer de les convaincre aussi de faire un effort de leur côté ou peut-être dans ce cadre qui est là. Et donc, ça va en effet dans le sens souhaité par les Ukrainiens et par les Européens et les Occidentaux en tout cas, qui veulent en effet qu'on se donne tous les moyens pour que l'Ukraine soit vainqueur de cette guerre. Oui, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Ce qui se passe, c'est évidemment que vous avez un compte épargne. Vous le mettez dans une banque, c'est à vous. Mais la banque dit, vous avez fait ci et ça, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Ça vous appartient, mais vous ne voulez plus l'utiliser. Ça, ce sont les avoirs russes en Europe. Et les intérêts de ce compte épargne, par contre, la banque va les prendre pour donner aux petites sœurs des pauvres, etc. Donc l'argent vous appartient toujours, mais vous ne pouvez plus en disposer et les intérêts sont confisqués par l'endroit où vous l'avez déposé. Mais est-ce que ça veut dire que lorsque le conflit se terminera, ça sera terminé, justement. Les avoirs seront restitués. Mais les intérêts qui ont été utilisés au profit de l'Ukraine sont perdus à jamais pour la Russie. Donc ça veut dire que les 50 milliards, si ça se trouve, on n'arrivera pas jusque-là, général. Vu la tournure des événements, je pense qu'ils seront dépassés dans un certain temps, mais qui seront pleinement utilisés. Alors, Malheureusement. en même temps, en tout cas, les ministres de la Défense de l'OTAN sont réunis donc à Bruxelles. Donc c'est aujourd'hui aussi qu'il y a cette réunion. Ils veulent s'engager à livrer des systèmes de défense anti-aérien à l'Ukraine, peut-être en tout cas. Et on va écouter Lloyd Austin, ministre de la Défense américain. Cette coalition reste inébranlable et forte. Et le groupe de contact reste déterminé à répondre aux besoins urgents de l'Ukraine en matière de capacité et à l'aider à dissuader l'agression russe pour les décennies à venir. Les membres du groupe de contact continuent de se mobiliser et à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin et quand elle en a besoin. La défense aérienne reste la priorité absolue de l'Ukraine. Général Paoméros, donc ça a lieu en ce moment, c'est parallèle, donc on parle de l'Ukraine dans les Pouilles, on parle de l'Ukraine à Bruxelles, il me semble que c'est là qu'a lieu le réunion des ministres. Cette réunion de l'OTAN, justement, est-ce que là aussi, il va y avoir un engagement plus important, à plus long terme pour Kiev, du côté des systèmes de défense antiaérien ? Alors, il y a déjà un engagement important. Il y a deux aspects. Il y a eu le déficit qu'on a constaté et qui a produit ses effets. Chaque jour, il faut se souvenir qu'il y a une guerre en Ukraine quand même, malgré tous ces événements, qu'elle fait des morts tous les jours, et que, par exemple, la ville natale de M. Zelensky a été attaquée cette nuit ou hier.
Et donc, les moyens de défense antiaérienne, comme on l'avait dit de très longue date, c'est quand même une partie de la survie de l'Ukraine. Mais en face, on a des moyens russes qui sont aussi très divers et très variés. Et donc, cette équation-là de la protection à la fois du territoire ukrainien, des forces ukrainiennes, de certains centres de gravité comme les centres de production énergétique et les grandes villes, c'est une équation qui est compliquée. Et qui plus est, en adaptant les moyens de défense aérienne à la menace réelle, si vous voulez. Il ne faut pas tirer des missiles plusieurs millions sur des petits drones, etc. Ça, c'est le cas le plus simpliste. Et il y a des armements russes, il faut le savoir, qui posent problème aux Alliés, comme les bombes planantes tirées à partir de bombardiers à très haute altitude, à très haute vitesse. Bon, mais ça fait partie de cet équilibre de la guerre. On apprend, on évolue, mais le potentiel antiaérien ukrainien, aujourd'hui, il est considérablement renforcé. Il est renforcé et un accord pourrait avoir lieu dans un mois à Washington, Pascal Boniface, là-dessus. Il y a le sommet de l'OTAN dans un mois à Washington, effectivement, et donc dont on attend beaucoup. Ça sera une occasion, d'une part, de faire de la campagne électorale pour Biden. Il va recevoir, là, c'est pas le G7, c'est 30 pays qui seront là. Et donc, alors, il n'y a pas le japonais, mais il y a quand même, 32 maintenant, c'est ça puisque, oui, il y a la Suède et la Finlande qui nous ont rejoints. Voilà. Pour refaire les comptes, vous avez raison. Et donc, Biden va recevoir en majesté une grande partie du monde, en tout cas le monde occidental. Et donc, il va vouloir marquer la différence avec Trump pour dire que lui est un leader respecté par ses alliés, alors que Trump est quelqu'un qui est critiqué, condamné par ses alliés. Je ne suis pas sûr que cet argument soit très porteur pour ceux qui votent pour Trump, parce qu'ils vont dire, mais finalement, tout ça nous coûte très cher, on ferait mieux de construire un mur au Mexique plutôt que d'envoyer de l'argent en Ukraine. Donc, c'est le débat éternel et c'est le débat fondamental qui oppose ces deux visions des États-Unis qu'incarnent Trump et Biden. Mais effectivement, le sommet de l'OTAN, là, ça sera un moment capital, c'est un anniversaire, etc. Et donc, le Biden et les dirigeants européens, on verra alors dans quel état sera le président français, parce que là, les électeurs ont rendu leur verdict. Est-ce que Rishi Sunak, oui, les élections n'auront pas tout à fait lieu? Si, c'est le 4 juillet. Donc, c'est le 4 juillet. Et lui, c'est encore plus simple, c'est le first past the post, donc c'est un scrutin à un tour. Donc, voilà. Mais ça ne les empêchera pas tous les deux peut-être de représenter leur pays. Oui. Puisque, bon, voilà. Mais disons qu'avec quand même une légitimité faible, on sait encore que l'Allemand est affaibli parce que la coalition qu'il dirige est très faible. Mais effectivement, ça sera l'occasion de réaffirmer aux yeux du monde, ça sera très important le message avec encore Biden en charge, et Biden a fait de l'aide à l'Ukraine. Il y a quand même 60 milliards qui ont été dégagés à la fin de l'année, au début de cette année. Difficilement, mais ils ont été dégagés et ça permet de faire le lien. Et puis, il y a aussi la crainte que pendant ce temps-là, il y a encore un grignotage de l'armée russe qui est quand même inquiétant, et donc la nécessité de fournir plus d'armes à l'Ukraine pour éviter un effondrement ou un grignotage trop accéléré de l'armée ukrainienne. Gulliver, est-ce que les Ukrainiens redoutent une élection de Donald Trump et également la montée finalement des partis d'extrême droite en Europe, au Parlement européen? Oui, bien sûr, surtout la réélection de Donald Trump. Pour ce qui est de l'Europe, ils ne mettent pas autant les partis dans les catégories d'extrême droite ou pas extrême droite, mais plutôt dans la catégorie de pro-russe ou pas pro-russe. Alors, AfD en Allemagne, clairement pro-russe. RN en France, probablement pro-russe, mais ils sont contents de voir qu'il y a eu un certain adoucissement de la rhétorique, en tout cas pendant la campagne électorale des Européennes de Marine Le Pen, et ils ont un petit espoir. Giorgia Meloni, qui est d'extrême droite, mais qui est adorée par les Ukrainiennes parce qu'elle fait des discours extrêmement forts aussi contre des membres de son propre camp politique pour les ramener à l'ordre, pour les convaincre qu'il faut soutenir l'Ukraine et s'opposer à la Russie. Alors c'est comme ça que les choses sont perçues en Ukraine. Mais pour ce qui est des élections européennes, il y avait de quoi un petit peu réconforter tout de même les Ukrainiens. Des partis qui avaient vraiment fait campagne sur l'idée d'arrêter d'aider l'Ukraine, notamment en Slovaquie et en Hongrie, ont eu des scores beaucoup moins bons que prévu. En Slovaquie, le parti de Robert Fico a perdu contre Slovaquie progressive. Fidesz en Hongrie est arrivé en tête, mais avec son plus mauvais score depuis 20 ans. Mais justement, on va revoir, je vous fais réagir là-dessus, mais j'aimerais qu'on voit ces images, Pascal Joannin, justement, de Volodymyr Zelensky, qui s'était exprimé devant le Bundestag, ça c'était la semaine dernière. Il s'est retrouvé devant les sièges vides des députés de l'AfD, justement, et ceux de la gauche radicale, qui avaient boycotté son discours, parce qu'ils reprochent, ils disent que Zelensky encourage une escalade dangereuse. Donc c'était lors de son discours
au Bundestag. La dernière fois, lorsqu'il s'est exprimé devant les députés français, eh bien, il y avait aussi un hémicycle assez clairsemé. Donc il y a des vraies nuances, Pascal, mais est-ce qu'on peut dire que Giorgia Meloni, justement, est vraiment, elle, pro-ukrainienne, alors que d'autres partis, justement, bon, l'AfD, on l'a dit, et pourquoi pas le RN en France, seraient pro-russes? Alors, Giorgia Meloni, elle ne siège ni avec l'AfD ni avec le RN au Parlement européen. Et elle est en effet pro-Ukraine et pro-atlantiste. Voilà. En revanche, dans sa coalition, vous en avez parlé tout à l'heure, celui qui est pro-russe, c'est Matteo Salvini de la Lega, qui est aussi allié avec Marine Le Pen et l'AfD au Parlement européen. Donc il y a une vraie césure entre ce groupe où Giorgia Meloni siège, qui est pro-ukrainien, et qui est donc très divisé. Ils n'ont pas fait d'alliance à l'issue du scrutin européen, parce que les autres sont considérés comme des marionnettes de Poutine, et donc les Polonais ou les Italiens n'en veulent pas. Ce qui est certain, c'est que en plus, en Hongrie, on parlait de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN a rencontré le Premier ministre hongrois, puisque le 1er juillet prochain, hasard des présidente tournante du Conseil, c'est la Hongrie qui va présider le Conseil de l'Union européenne pour les 6 mois. Et donc, il voulait s'assurer que pendant cette période, le Premier ministre hongrois ne ferait rien contre l'Ukraine et ne mettrait pas quoi que ce soit dans la balance pour contrer les initiatives que les Européens pourraient prendre pendant ces 6 mois pour continuer le soutien à l'Ukraine. Et le Premier ministre, le Premier ministre hongrois a assuré au secrétaire général de l'OTAN. Alors, je pense que la parole est quand même suffisamment forte pour dire qu'il ne s'opposerait pas à quelconque quoi que ce soit. Donc, il ne va rien faire parce qu'il sent de toutes les façons, comme l'a dit votre correspondant, que c'est un peu la fin si jamais il va dans cette direction. Il a déjà eu un mauvais score. Et que là, son image de président un peu du Conseil de l'Europe en pâtirait s'il venait à soutenir des initiatives venant d'autres partis. Il a pourtant retardé nombre de fois. Il ne fera rien. Et donc, c'est quand même plutôt aussi une bonne nouvelle parce qu'on se souvient que la dernière fois, il était sorti de la salle pour que la décision se prenne. Général. Oui, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Mais ce qui est frappant, c'est que on avait, si on retourne 2, 3 ans, 4 ans en arrière, on avait une opposition, on parlait de l'OTAN, on avait une opposition frontale d'un certain nombre de partis contre l'OTAN, à peu près dans tous les pays, en France, c'était vrai, et en Allemagne, en Italie. Et fort heureusement, c'est peut-être la bonne nouvelle, non pas de ce qui se passe, parce que l'Ukraine, c'est très malheureux, mais l'OTAN, il va y avoir ce sommet des chefs d'État. Il n'y a aucun pays, et même la Hongrie d'ailleurs, qui ne veuille s'en détacher. Bien au contraire. Tout le monde considère que l'OTAN, c'est effectivement la meilleure mesure de sécurité collective qui puisse exister aujourd'hui. Donc pas de remise en cause de l'OTAN. Pascal Boniface, mais si effectivement Jordan Bardella devient Premier ministre dans 3 semaines et si derrière Marine Le Pen devient présidente là, est-ce que ça aura un impact sur l'Ukraine ? Alors oui, mais pour l'instant, ça va dépendre du budget, parce qu'effectivement, c'est le budget qui est voté. Disons qu'il y a quand même, on l'a vu déjà en période de cohabitation, comment ça se passait. En période de cohabitation, 86-88, puis 93-95, le président a quand même gardé la main sur les affaires intérieures. À l'époque, c'était Mitterrand, malgré les tentatives, une fois de Chirac, l'autre fois de Balladur, d'empiéter sur ces plates-bandes. Sauf que l'un et l'autre se sont dit, bon, en fait, c'est peut-être moi le prochain président, donc je ne vais pas trop affaiblir la fonction. Et Mitterrand avait gardé sur les affaires de défense et les affaires internationales là. On peut penser qu'une cohabitation entre Jordan Bardella et Macron soit moins harmonieuse que ces cohabitations. C'est pas la même culture et qui voudront mettre leur marque. Et là, il y aura des débats parce qu'effectivement, là, les clés, le ministre des Finances, ça sera plus quelqu'un qui sera du camp de Macron, si c'est le Rassemblement national. Si c'est la coalition de gauche, le Front populaire, il y a quand même un accord pour continuer à aider l'Ukraine, malgré que la France insoumise était plus réticente, mais il y a un accord quand même. Il y aura un accord et ça ne sera pas la France insoumise qui va décider sur ce point-là, parce que ce qui les unit... Pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord. Oui, mais s'il gagne, il faudra qu'il y ait un accord. Bon. Mais en tous les cas, on peut dire qu'une cohabitation RN-Macron sera un peu plus musclée.
musclé, et qu'effectivement, certainement que Jordan Bardella et Marine Le Pen dira « je suis pour la paix », donc on va arrêter de livrer des armes à l'Ukraine parce que la paix est au bout de la fin de la livraison. Et que ça serait une première fissure dans une unité occidentale, pour l'instant, qui a tenu aux 2 ans et un peu plus de guerre. Pascal Joannin ? Alors, moi, je ne fais pas de politique fiction parce que d'abord, on m'a donné la parole et donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est certain, si ce cas de figure arrivait, c'est qu'on aurait une perte d'influence de la France encore plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Oui. On n'a pas une influence très grande au Parlement européen puisqu'on n'a pas envoyé de députés européens dans les groupes qui composent la majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On les a envoyés dans des groupes qui ne pèsent pas. Mais si en même temps, la France est affaiblie par une cohabitation, même si en effet, je pense que le domaine réservé du président de la République depuis la Ve République, on évitera quand même de mettre les plus irritants des ministres à ces fonctions. Au Conseil, il y aura quand même une difficulté, alors pas au Conseil européen, mais dans les autres conseils, au Conseil Affaires étrangères, etc. Donc, ça réduira l'influence de la France. Donc, on n'aura rien à y gagner. Et ça, il faut vraiment prendre ça en compte, parce qu'on est un des 27, on a une voix qui porte aujourd'hui, mais est-ce qu'elle portera encore si, en effet, on décide d'amenuiser cette influence qui est importante et qui se perdra. Il n'y a pas d'autre voie, puisque l'Allemagne est aussi un peu en retrait, on le voit. Général Paloméros. Non, simplement pour rappeler, puisqu'on a vécu un certain nombre de dissolutions de cette nature et de cohabitation, que nos institutions n'ont pas été faites pour ça. Et généralement, ça fonctionne, mais de là à ce que ça fonctionne bien alors qu'on est dans une situation critique, en particulier vis-à-vis de l'Ukraine, ça reste largement à démontrer, à mon avis. Gulliver, est-ce que les Ukrainiens regardent un peu ce qui se passe en France, là, cette campagne éclair, cette dissolution? Est-ce que effectivement ils évoquent le fait que le prochain Premier ministre pourrait être Jordan Bardella, avec justement la position du Rassemblement national sur l'Ukraine? J'ai pas l'impression que le nom de Jordan Bardella est vraiment filtré à l'ensemble des Ukrainiens. Les noms de Marine Le Pen et de Thierry Mariani sont connus, donc ça suscite des inquiétudes, mais la couverture de l'actualité internationale par les médias ukrainiens, c'est pas vraiment leur fort. C'est seulement vraiment les spécialistes qui prêtent vraiment beaucoup d'attention, jusqu'au jour J, je pense. Mais ils connaissent les noms de Marine Le Pen et de Thierry Mariani, vous dites? Ça, c'est sûr, et ils les considèrent comme des pro-russes, même s'ils ont vu que les membres du parti ont applaudi Volodymyr Zelensky lors de son intervention à l'Assemblée nationale, contrairement aux membres de l'AfD en Allemagne, il y a quelques jours plus tard, qui sont sortis. Donc, ils se demandent peut-être que s'ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin pro-russe. Et ils ont remboursé aussi ce fameux prêt qu'ils avaient fait en 2007, je pense. Emmanuel Macron vient de réagir. On va écouter le président français du G7 dans les Pouilles. En G7, nous avons obtenu un accord pour financer 50 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine, ce qui permet de donner de la visibilité en termes d'efforts et de soutien des pays du G7 à l'Ukraine et aux Ukrainiens dans l'effort de guerre. Et nous avons pu avoir un échange nourri sur l'ensemble des sujets militaires, financiers, de court et moyen terme avec l'Ukraine. Voilà, donc il est revenu sur cet accord sur les 50 milliards, Pascal Boniface. Donc là, clairement, la France a pris position pour donc utiliser les intérêts de ces avoirs russes gelés. Le président Macron, depuis déjà presque un an, veut jouer celui qui était un peu accusé d'être trop tiède par rapport à l'aide à l'Ukraine, d'avoir trop longtemps maintenu un dialogue avec la Russie. Depuis son discours de mai dernier à Bratislava, a pris un tournant de « je suis le leader européen de l'aide à l'Ukraine » parce que les Allemands sont un peu mous et que les États-Unis, en fait, ils sont coincés par le problème de politique intérieure. Là, effectivement, même si les Allemands sont toujours mous là-dessus, enfin moins allants, il peut être plus allant, mais on va lui dire d'où tu parles. Tu représentes la France, mais mets déjà un peu d'ordre chez toi avant de donner des leçons aux autres Européens. Donc sa position reste identique, mais son influence est forcément moins grande au sein des 27. D'ailleurs, ça va jouer lorsqu'il y aura la répartition des postes pour savoir qui est commissaire, etc. La France va quel que soit le résultat des élections législatives, la France pourra moins exiger de « je veux tel poste et je veux telle personne ». L'influence française sera diminuée, et aussi parce que, comme l'a dit Pascal, on est comme toujours répartis dans des groupes politiques. Les autres ont une vraie politique d'élection, c'est-à-dire qu'ils mettent des gens qui ont de l'expérience, qui sont connus, et quand vous êtes
êtes élu depuis 3 fois, vous avez des postes influents. Là, on est répartis dans un peu tous les groupes, et les groupes majoritaires, il n'y a pas grand monde au PPE, qui est le groupe majoritaire. Il y a le groupe socialiste, mais les libéraux, qui est le 3e groupe, a été laminé. Un mot sur peut-être justement ce sommet de la paix qui a lieu donc ce week-end, puisque Emmanuel Macron enchaîne. Donc après ce G7, il y va. Il y a la Russie, bien sûr, n'est pas présente. Est-ce que les pays européens vont jouer un rôle, Pascal Joannin ? Oui, en Suisse, ça se passe. Alors, ça se passe. Alors, il faut regarder qu'il y avait des. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des députés de l'AfD qui n'étaient pas au Bundestag. Il faut se souvenir que c'était il y a 2 jours, puisqu'il y avait un sommet pour la reconstruction en Ukraine qui se tenait donc hier et avant-hier, et qu'à la suite de ce sommet international, Volodymyr Zelensky a fait une petite visite dite d'État, officielle, où il a rencontré le président, le chancelier, etc. Donc, il y a eu déjà une première réunion à Berlin. On a aujourd'hui le G7 en Italie. Bon, il se trouve que c'était un pays. Et on a en effet une réunion à Lausanne où, en effet, on va aussi parler de la paix parce que... bien entendu, aujourd'hui, il faut soutenir militairement et on a besoin, comme le général l'a dit, qu'on ne diminue pas le soutien à l'Ukraine. Mais il faut passer au jour d'après, au jour d'après, même s'il n'est pas demain ou après-demain, de regarder en effet, parce qu'il y a la reconstruction et les besoins de la reconstruction sont énormes. Quand on a les chiffres que la BERD nous donne, c'est près de 500 milliards. Donc il va falloir qu'on prenne des mesures. Et donc ça, ce soutien de la paix, c'est bien que ça se fasse en Suisse, qui est un pays neutre, je le rappelle. Et donc c'est aussi en Europe. Le président Biden n'y sera pas. Mais ça voit Kamala Harris. Voilà. Et je pense que, en effet, toute cette séquence est quand même l'affichage d'un soutien à l'Ukraine qui continue toujours. Sauf peut-être sur les pays émergents, c'est ce que vous disiez, Général Paloméros. Est-ce que la Chine devrait peut-être être présente, en tout cas représentée, en Suisse ? Elle a été approchée. C'est quand même une victoire, me semble-t-il, pour Zelensky, soutenu par les amis suisses et d'autres, parce que si on regarde le panel des pays qui sont présents pour la paix, et c'est ça l'objectif, c'est qu'enfin on parle de la paix, et que ça soit plutôt les Ukrainiens, nous, et tous ceux qui veulent s'y associer, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui se retrouvent pour discuter de ces termes. Les Russes ne sont pas là, les Chinois, c'est sans doute dommage, ils suivront à distance. Mais je pense il aurait fait un appel du pied, Zelensky aux Chinois. Tous les pays, tous les émergents du Sud vont boycotter, regardez ça de loin, le Brésil va envoyer son ambassadeur. C'est encore un sommet occidental. C'est un sommet occidental, donc c'est un peu la prolongation quand même du G7 élargi à d'autres pays occidentaux. Et la volonté des pays du G7, des pays de l'OTAN, d'élargir ce soutien à l'Ukraine à d'autres pays qu'on appelle du Sud global, les pays africains, les pays américains, ça ne marche toujours pas. Et ces pays, depuis longtemps, disent « c'est votre affaire, c'est une guerre entre Européens, nous on est déjà pénalisés parce qu'on paye plus cher notre énergie et nos alimentations, et puis vous nous demandez en fait de vous suivre, vous avez décidé de sanctions sans nous consulter, donc débrouillez-vous ». Et ils vont continuer à dire cela. Et là, je crois que le fossé entre le monde occidental et tous les autres, ils sont très différents. Il y a des régimes très différents, mais ils sont assez unis dans le fait de dire on ne suit pas de façon obéissante et docile le monde occidental. Gulliver, un mot de conclusion sur ce sommet, peut-être ce week-end. Est-ce que Zelensky en attend beaucoup ? Oui, le bureau du président en attend beaucoup et surtout, je pense, le but, c'était d'afficher que l'Ukraine a le soutien d'un très grand nombre de pays du Sud et je pense que Pascal Boniface a raison, ce ne sera pas un succès retentissant. On va voir combien il participe et à quel niveau, mais ce ne sera pas vraiment à la hauteur des ambitions que les Ukrainiens avaient au départ, notamment à cause de l'absence, bien sûr, de la Chine. Et Kiev maintenant accuse la Chine de décourager d'autres pays de ce qu'on appelle parfois le Sud global, de venir. Je peux vous dire que certaines mauvaises langues, en fait, en Ukraine, commencent à dire que, vu que ce ne sera pas un succès retentissant, ce serait peut-être même mieux si ce serait un échec retentissant, puisque c'est vraiment le bébé d'Andriy Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, dont beaucoup en Ukraine s'inquiètent de ses ambitions et de combien de pouvoir il concentre autour de lui, au détriment de figures comme le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, très respecté à l'international, qu'on a entendu au début de l'émission. Il y a donc une lutte politique, on voit donc au sommet en Ukraine. Merci Gulliver Crac d'avoir été avec nous, Jean-Paul Paloméros, général, merci d'avoir été là, Pascal Boniface, merci Pascal Joannin, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux également en podcast.